et merci à l'Institut Africa d'organiser ce débat aujourd'hui, débat très intéressant comme à chaque fois avec les débats de l'Institut qui nous permet d'aborder les questions qui traversent le continent africain et aussi la relation du continent africain avec les États en Europe. Alors évidemment aujourd'hui on parle d'un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment avec la nouvelle alliance des États du Sahel. Et donc moi je suis député français à la commission des affaires étrangères. Je pense effectivement que le thème du débat est tout à fait approprié sur repenser le logiciel avec les États africains et que la construction de l'Alliance des États du Sahel démontre en tant que tel, s'il le fallait, que ce sujet doit être posé et abordé enfin de manière sincère et sérieuse, puisque c'est peut-être ce dont on a manqué pendant des années. Moi, je suis convaincu que, par exemple, sur les questions de défense, dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé, dont on continue de parler à l'aune notamment du fait que, eh bien, il y a une demande légitime, à mon sens, de nombreux pays africains et d'Afrique de l'Ouest de voir, par exemple, les bases militaires françaises encore présentes sur le continent fermé. Je suis par ailleurs, moi, à l'Assemblée nationale, président du groupe d'amitié France-Sénégal, donc c'est un débat que j'ai beaucoup avec les collègues parlementaires sénégalais ou avec l'équipe au pouvoir là-bas. Et évidemment, c'est un débat tout à fait légitime et qui vient finalement en écho à ce qui s'est passé dans différents pays du Sahel, au Mali, au Burkina, au Niger, sur des interventions militaires françaises qui ont sûrement eu leur utilité au départ, mais qui ensuite sont devenues de plus en plus questionnées. Et encore une fois, moi je le comprends, je fais partie d'un groupe parlementaire, la France Insoumise, qui a toujours dit que ces interventions militaires n'auraient pas dû être prolongées ainsi, qu'il y avait de la part de l'armée et des autorités françaises finalement quelque chose qui n'était pas clair, une présence sans véritables objectifs et de plus en plus décriée par les peuples et leurs dirigeants sans que ça ait de vrais échos du point de vue français. Donc moi je suis tout à fait au clair sur ça et je pense qu'il faut pouvoir dire les choses de manière nette si vraiment nous voulons repenser ce fameux logiciel. Ça a été un des points qui a conduit à beaucoup de malentendus pour ne pas dire autre chose et que les dirigeants expriment leur désaccord et puissent même souhaiter ne plus avoir d'échanges pendant un temps, c'est une chose, que ce soit la même chose pour les peuples. Moi, je considère que c'est quelque chose qu'on doit éviter à tout prix. Donc cette question de la présence militaire en Afrique doit être regardée en face. Il n'y a plus de raison qu'il y ait de base militaire française sur le continent africain. D'autres questions doivent être regardées, la question de la monnaie notamment, la question du franc CFA, qui est un sujet ancien et qui n'a toujours pas été traité sérieusement, pour qu'on puisse ensuite imaginer éventuellement de nouvelles relations, de nouvelles coopérations. En tout cas, moi, je crois que c'est évidemment quelque chose de souhaitable. Je suis député à Cergy-Pontoise. Voilà, les habitants de ma circonscription sont nombreux à avoir finalement aussi des attaches dans différents pays africains. Nous grandissons ensemble, nous vivons ensemble, nous construisons ensemble, nous avons une langue en partage. Je suis convaincu que si on est capable de mettre tous les sujets à plat, on peut repenser ce logiciel profondément, mais il faut commencer effectivement par, encore une fois, ne pas avoir peur de dire les choses et ne pas avoir peur de dire que oui, non, il n'y a pas de nécessité à avoir de base militaire d'Afrique, il n'y a pas de nécessité à conserver le franc CFA. Il y a en revanche à se demander sur des grands sujets, sur des sujets qui sont ceux qui peuvent demain être dans l'intérêt des Africains et des Européens, dans l'intérêt d'un certain nombre d'États et de la France, des sujets qu'on pourrait traiter ensemble. Je pense à la question du climat, je pense à la question de la mer, je pense à la question de l'espace, je pense à des grands défis comme ça où nous pourrions, du fait d'avoir cette langue en commun, du fait d'avoir toute cette proximité entre nos différents pays, entre nos différents peuples, des coopérations nouvelles qui nous permettraient de relever ces grands défis, mais ça ne sera possible effectivement que si
on est capable de, une bonne fois pour toutes, en finir avec les logiciels anciens, qu'on a souvent appelés France-Afrique ou autres. De nombreuses promesses ont été faites pour en finir et malheureusement, ça ne s'est jamais concrétisé. Mais voilà, moi je retiens à dire en tant que député français que mon groupe parlementaire, la France Insoumise, a toujours été très clair là-dessus, que nous continuerons à nous battre pour qu'on en finisse avec ce qui est de l'ordre de relations d'un autre temps et qu'on puisse imaginer vraiment de bâtir un avenir sur de nouvelles bases. Et je crois que les défis que nous avons à relever dans de nombreux domaines le commandent, la proximité entre nos peuples aussi, mais ça suppose d'abord d'avoir un vrai moment de vérité et je crois qu'un débat comme celui d'aujourd'hui permet d'y contribuer. Merci. Donc bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors moi je suis venu pour vous montrer l'Afrique avec les yeux du futur. Alors la première carte, comme vous la voyez, alors on devait avoir une présentation, alors j'espère que vous pourrez voir un petit peu. Là sur la gauche, vous avez donc l'Afrique qui aujourd'hui est dans le noir, où les femmes accouchent dans le noir, où il n'y a pas d'infrastructure pour que les gens puissent vivre en sécurité la nuit. Et vous avez à droite donc une carte qui représenterait idéalement l'Afrique si elle était développée au niveau d'un pays comme l'Europe, comme la France, comme les États-Unis. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de discours creux de tous nos politiciens de la classe politique française qui proposent un nouveau partenariat d'égal à égal, en fait, et qui est un discours qui s'adapte finalement à la révolution que connaît actuellement l'Afrique, qui est justement de s'émanciper et dont l'Alliance des États du Sahel est pour moi l'image la plus avancée. Donc on le sait, l'heure n'est plus au constat, l'heure n'est plus en Afrique à analyser les problèmes, on les connaît depuis très longtemps. Et je pense qu'avec la création des États, l'Alliance des États du Sahel, on est en train de vivre en fait la fin de 500 ans, un long cycle historique, 500 ans d'esclavage sur le continent africain, de colonialisme depuis le congrès de Berlin, et ensuite du néocolonialisme qui a été mis en place, et en ce qui nous concerne, de la France-Afrique. La France-Afrique, je le rappelle, il y a un livre qui a fait sauter de leur lit toutes nos élites, qui est le livre de Robert Bourgi dernièrement, qui rappelle comment tous les partis politiques de la classe politique française se sont remplis les poches justement pour ne pas mettre fin à ce système de la France-Afrique et favoriser les intérêts français sur le continent au détriment des peuples africains. Alors il y a un paradoxe quand même, c'est qu'on peut remercier Emmanuel Macron qui, par son arrogance, par son mépris et par sa volonté de continuer cette politique france-africaine, a accéléré le processus, puisqu'on n'a jamais vu autant de pays se libérer du néocolonialisme que depuis 2017, au moment où il a pris le pouvoir. Et donc on voit une vraie révolution en cours. Quand il y a eu la révolution dans les pays du Mali, moi j'ai eu la chance d'être au Mali au moment des deux révolutions, invité en tant que gilet jaune, puisque à l'époque, on disait, la propagande européenne disait que c'était une révolution financée par la Russie contre les intérêts français. Or, les autorités de l'époque maliennes ont invité les Gilets jaunes justement à montrer que ce n'est pas une bataille du Mali contre la France, mais une bataille des peuples contre un système oligarchique qui se faisait au détriment des peuples africains, mais aussi au détriment des peuples français. Mais, non, je vous dirai pour la suivante. Alors, la création des États du Sahel, est-ce que c'est nouveau ? Je dirais que non, historiquement, et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Il faut s'en réjouir, mais pas trop. Il faut être vigilant sur comment fonctionne justement aujourd'hui cet empire financier, oligarchique et impérialiste. Les peuples africains se sont toujours battus, je l'ai dit, et on va justement prendre un exemple qui concerne la région, qui est le Mali. Le 22 septembre 1960, le président du Mali, Modibo Keïta, déclare l'indépendance du pays et va prendre deux mesures radicales qui vont faire écho à ce qui se passe aujourd'hui. C'est la rupture des accords de coopération militaire et la rupture des accords de coopération monétaire. Donc il va créer une armée nationale, et je vais citer deux de ces citations au moment où il crée ces institutions. Donc en 1960, en présence de Félix Houphouët-Boigny, c'était très intéressant,
il décide de créer cette armée nationale. On n'est bien défendu que par soi-même. C'est pourquoi nous aurons notre armée nationale bien équipée et solidement soutenue par le peuple lui-même. En effet, c'est à un peuple entier que revient le devoir de défendre le pays. C'est le patriote, le soldat attaché à sa terre natale, c'est le paysan, gardien vigilant du patrimoine de ses ancêtres, c'est la fervente jeunesse, impatiente de hisser la patrie au rang des grandes nations libres. Ce sont les femmes mobilisées, désireuses d'assurer à leurs héritiers une vie radieuse sur terre de liberté, qui permettra au Mali de mener dans la confiance la lutte pour sa sécurité et son indépendance totale. On voit que ce n'est pas la première fois dans l'histoire que le Mali met fin à ses accords de coopération militaire avec la France. Le deuxième point, ça a été évoqué par M. Taché, c'est évidemment la question du franc CFA, qui n'a été remis en cause par aucune des élites politiques en France. À chaque élection présidentielle, vous n'avez jamais entendu parler du franc CFA. Or, le 1er juillet 1962, Modibo Keïta, encore lui, va décider de faire une révolution monétaire dans son pays. Il va tout simplement se retirer du franc CFA et il va créer la monnaie nationale malienne. Je le cite. « Dans quelques heures exactement, la République du Mali disposera de sa monnaie nationale, ayant seule désormais cours légale et pouvoir libératoire illimité sur l'étendue du territoire national. À cet effet, le privilège de l'émission sera exercé par un institut d'émission nationale, la Banque de la République du Mali, qui détiendra l'ensemble des pouvoirs monétaires exercés auparavant par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la banque de la CEDEAO. » Je continue la citation. « Mes chers collègues, aussi loin que nous remontons dans le temps, l'histoire nous enseigne que le pouvoir politique s'accompagne toujours et nécessairement du droit régalien de battre monnaie, que le pouvoir monétaire est inséparable de la souveraineté nationale, qu'il en est le complément indispensable, l'attribut essentiel. Pouvoir politique et pouvoir monétaire ne sont donc à dire vrai que les aspects complémentaires d'une seule et même réalité, la souveraineté nationale. » Donc ça, c'est très intéressant, puisqu'on voit que dans le passé, les accords de coopération militaire avaient été abrogés, les accords de coopération monétaire avaient été abrogés, que le Mali s'était doté d'une banque nationale de crédit afin de financer le développement des infrastructures et permettre le développement du pays. Alors qu'avait fait à l'époque Modibo Keïta? Il avait créé cette banque de crédit public, une banque d'investissement dans les infrastructures, et il avait mis en place un plan quinquennal, donc le plan quinquennal du Mali, pour se libérer, disait-il, de toute domination économique et réaliser les conditions de notre propre développement. Cela consistait en certains points, la suppression par le protectionnisme de l'anomalie, par le fait d'importer des biens que le pays pourrait produire sur son sol, on en a parlé, l'étatisation des services vitaux, des services publics, la création de coopératives dans les secteurs de la production et de la consommation, etc. À cela s'ajoute évidemment toute une série de mesures qu'il avait mis en place et qui avaient permis le vrai potentiel de révolution industrielle pour que le Mali puisse vraiment atteindre le niveau de développement d'un pays comme la Corée du Sud, la France ou d'autres. Il avait mis en place la Régie des transports du Mali, la Régie nationale des chemins de fer, la Société d'aviation civile, Air Mali, qui existait à l'époque, la Société nationale des entreprises publiques, la pharmacie populaire, la Société d'énergétique, la Banque populaire et de crédit locale, etc., etc. Notre volonté était d'être maître chez nous. Donc voilà une révolution qui avait eu lieu à l'époque déjà et qui ressemble énormément à ce que l'on voit aujourd'hui dans la création de l'AES. Monsieur Palmer a mentionné, je ne sais pas s'il est encore parmi nous tout à l'heure, la question de la culture. Et en effet, à l'époque, Modibo Keïta avait mis un accent très important sur l'éducation de l'histoire, de la culture ancestrale du Mali, et il avait développé des troupes théâtrales, un orchestre national pour que les enfants puissent se mettre à la musique, etc., etc. Alors il y a énormément de projets qui avaient été faits à l'époque, et on pourrait en citer encore beaucoup plus. Que reste-t-il de ça aujourd'hui? Absolument rien. Je vais vous montrer une photo du chemin de fer que j'ai prise au Mali. Voilà, ça c'est devenu une décharge publique. Je pourrais fournir les documents à ceux qui l'intéressent. Il n'y a pas 1 mètre de chemin de fer, 2 kilomètres de chemin de fer à grande vitesse au Mali. Il n'y en a pas au Niger, etc., etc. Donc ce que je veux dire, c'est si je parle de cette révolution qui avait eu lieu dans le passé,
c'est pour montrer que ce n'est pas une fin en soi et qu'il faut rester vigilant par rapport justement aux forces qui veulent empêcher le développement du continent africain et qui continuent. Mais parlons, puisqu'on m'a invité à parler des grands projets, parlons du futur de l'Afrique, libérée et industrialisée. Le premier projet dont je voulais parler, parce que moi je pense qu'il n'y aura pas de souveraineté pour l'Afrique, pas de liberté et pas de paix non plus, je fais référence au terrorisme, tant que l'Afrique ne sera pas totalement industrialisée. Donc le premier projet, c'est un projet qui concerne également la région. C'est un projet qui est dans le bassin du Niger, que vous voyez ici, qui fait plusieurs milliers de kilomètres, le bassin du Niger, qui n'est pas du tout aménagé. Et j'entends aménager au sens où le Rhône en France, le fleuve, ou la Seine le sont, permettant un développement infrastructurel, les transports navigables, etc. Et donc un des premiers projets se trouve dans la région des lacs Fagibine. J'ai appelé le projet Fagibine, et donc qui est un projet pour atteindre l'autosuffisance alimentaire au Mali, et qui est un projet qui est sous la direction de l'agence du bassin du Niger, et qui est discuté depuis les années, accrochez-vous, depuis 1940. On en parlait déjà dans les années 1940, de faire du Mali le grenier alimentaire de toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc ce projet a pour but justement de voir, vous avez les 5 lacs, vous avez Tombouctou qui doit être ici je pense, et vous avez tout un ensemble de lacs ici qui pourraient servir de base pour irriguer presque 1 million d'hectares de terres agricoles pour en faire le grenier alimentaire de toute l'Afrique de l'Ouest, atteindre la sécurité alimentaire et l'autosuffisance et reléguer le souvenir des émeutes de la faim qui nous ont tous choqués il y a quelques années dans la région. Un précédent avait été fait, la dame précédente a parlé de la Libye par exemple. Il y avait un projet qui s'appelait Mali-Bia, donc entre le Mali et la Libye, qui avait pour but, qui justement avait pour but de développer ce projet et d'atteindre la production de 2 millions de tonnes de riz en fait dans cette région de Tombouctou pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Projet qui a été démarré en 2009-2010, mais qui, comme vous le savez, malheureusement, Kadhafi a donc été assassiné par la France et les forces de l'OTAN. Et donc ce projet a été complètement abandonné. Et je sais de sources sûres qu'au Mali, on y retravaille actuellement pour pouvoir aller dans cette direction de l'autosuffisance alimentaire. Le deuxième projet qui concerne qui est extrêmement important, c'est le développement des chemins de fer, parce que vous savez que la plupart de ces pays sont enclavés. Et c'est pareil, il y a un projet qui s'appelle Africa Rail, dont peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler, donc qui est une boucle ferroviaire qui relie la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, puis le Bénin et le Togo. Et un homme a défendu ce projet en France, s'appelait Michel Rocard, donc un des socialistes, qui jusqu'à sa mort a défendu ce projet pour justement permettre le désenclavement de la région, le transport des marchandises, le transport des personnes, et justement avoir une vraie politique de développement de la région. Parce que sans infrastructure de transport, sans infrastructure d'énergie, d'eau, d'irrigation, il n'y aura pas de développement, donc il n'y aura pas de paix. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, si vous allez prendre le train entre Abidjan et Ouagadougou, le train va moins vite que certaines trottinettes à Paris. Il va à 36 km/h en moyenne. Donc c'est pour vous dire un petit peu l'état du réseau ferroviaire dans la région, qui est une catastrophe. Et donc voilà, ça c'est un des projets intéressants. Et dans le cadre de ma campagne, puisque j'ai été candidat aux législatives pour l'Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, on a proposé d'étendre ce projet pour justement avoir un programme intégré de développement qui va par-delà jusqu'au Sénégal, jusqu'à la Guinée, et vers le Tchad et tous ces pays-là. Donc ces projets-là sont aujourd'hui des projets qui sont discutés, qui sont des projets d'ailleurs qui font partie de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et donc vous voyez là une vision un peu plus large de l'idée de connecter, de relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse. Voilà. Donc ça, c'est les conditions de la paix, du développement et de la sécurité en Afrique. Enfin, dernier projet, parce que je ne sais pas le temps qu'on a, c'est le projet Transaqua qui pourrait aussi aider beaucoup la région, parce qu'il concerne en particulier le Niger et le Tchad. On parlait d'intégration avec le Tchad également tout à l'heure.
Donc ça, c'est un projet pour revitaliser le lac Tchad, qui a perdu environ 70 à 90% selon les estimations de sa superficie, et qui a causé le déplacement de plus de 4 millions de personnes dans la région. C'est une des crises humanitaires les plus graves en Afrique, après le Soudan et la RDC, mais il y en a beaucoup. Et donc, c'est 3 millions de personnes qui ont dû fuir la région parce que, justement, le lac disparaît, les conditions sont de plus en plus difficiles et le terrorisme s'est évidemment énormément développé dans la région à cause de cette misère, du fait du manque d'infrastructures, du manque de projets, du manque de développement. Et ce projet-là, donc, consiste à travailler avec le bassin du Congo et de faire un canal transfrontalier pour permettre de développer des zones agro-industrielles, des barrages hydroélectriques et de permettre un développement sur l'ensemble du continent. Donc ça, c'est le troisième projet qui serait fondamental pour la région. Et je vais m'arrêter là sur la question des grands projets. Mais enfin voilà, pour dire que les projets, c'est pas ce qui manque. Et il faut voir grand, parce qu'aujourd'hui, en fait, s'il n'y a pas une vision de développement global du continent africain, comme le propose l'agenda 2063, avec des programmes concrets de développement infrastructurel, je pense qu'on va être condamné à vivre ce qu'on a vécu ces dernières années. Des pays, certes, qui vont essayer de se développer au niveau local, mais qui n'auront pas les moyens, en tant que continent, de résister justement à toute l'oppression, au pillage des ressources et des appétits, je dirais, que l'Afrique est convoitée par toutes les grandes puissances aujourd'hui. Donc je vous remercie.